Tous les pays en Europe sont engagés aujourd'hui dans la sortie du confinement, mais sont-ils pour autant sortis de la crise? La crise sanitaire s'accompagne aujourd'hui d'une crise économique et sociale dont on ne connaît pas encore l'étendue. 2 mois de confinement ont suffi pour entraîner une augmentation du chômage sur le continent, mais aussi de nouveaux comportements. Alors, va-t-on vers une reprise économique débridée? Ou bien alors est-ce le bon moment pour s'interroger sur le temps de travail et la nécessité d'un nouveau dialogue social? Comment concilier le redémarrage de l'économie et une transition écologique juste? L'Union européenne, qui a montré ses failles durant cette crise du Covid-19, peine à tracer une feuille de route convaincante. Des tribunes et des prises de position fleurissent de toutes parts en imaginant le monde d'après, mais on peine à savoir comment faire face aux incertitudes de la sortie de crise. Pour nous aider à mieux comprendre tous ces nouveaux enjeux, Philippe Pochet, politologue et directeur de l'Institut syndical européen, a accepté de répondre aux questions de l'UNSA Éducation. Bonjour Philippe Pochet. Bonjour. Alors, en quoi la crise sanitaire a eu un impact sur les conditions des travailleurs et des travailleuses en Europe? Mais je pense que maintenant, on commence à avoir des données sur le véritable impact de la crise sanitaire. C'est très difficile d'avoir les données parce que tout arrive en retard, mais on vient de publier un policy brief sur le sujet. Il y a en Europe 27, plus de 40 millions de personnes qui sont au chômage partiel. 40 millions, la France a le plus de travailleurs, travailleuses au chômage partiel, mais c'est suivi par l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Donc on est là devant un bouleversement économique qui est énorme, dans lequel les mesures qui ont été prises par les gouvernements permettent de ralentir l'impact, mais l'impact va se faire sentir de façon énorme. Alors, la question sur ce qui se passe maintenant, c'est difficile. Évidemment, il y a des grandes inégalités entre ceux qui peuvent faire du télétravail, ceux qui sont forcés à travailler, mais c'est surtout, je pense, de penser dans quel scénario du futur on va être. J'ai essayé de développer 4 scénarios pour voir quels sont les impacts sur les conditions de travail. Le premier, c'est finalement, on retourne au néolibéralisme. Alors pour le moment, avec ce qui se passe, on applaudit les infirmiers et les infirmières, le personnel hospitalier. Ça paraît peu probable. Mais si on écoute des fractions du patronat, on va devoir travailler plus, il faudra être flexible, on ne va pas respecter tout à fait le droit du travail. C'est minoritaire, mais ça pourrait être ça. Et donc, ici, on serait dans un scénario où la crise, finalement, du fait du nombre de chômeurs, du fait des dettes, pas maintenant, mais dans 2, 3 ans, qu'on dirait vraiment à un affaiblissement des conditions de travail. Le deuxième, ce serait un échange entre protection et sécurité, un régime un peu autoritaire. On voit aussi ici, là, on a un régime un peu en Belgique souple comme vous avez eu en France de contrôle. Les apps pour vérifier ce qu'on fait, mais qui pourraient être aussi sur les lieux de travail, un peu ce qui se passe en Chine. Donc, on pourrait avoir là quelque chose sur les lieux de travail beaucoup plus contrôlé du fait de la peur. Le troisième, j'ai appelé, c'est on retourne à la consommation fin du monde. Bon, ok, ça se passe mal, autant consommer. Donc là, on pourrait dire, ça pourrait être quelque chose qui améliorerait, mais la question que j'ai et que je pose aussi à tout le monde, que je rencontre, c'est une fois que vous sortez du confinement, est-ce que vous vous précipitez dans les magasins pour acheter les t-shirts que vous n'avez pas achetés venant de Chine? Est-ce que vous allez acheter une nouvelle voiture très chère? Et on n'en sait rien quelles vont être les consommations. Et le troisième, et c'est celui qu'évidemment j'appelle de mon vœu, mais qui est très difficile, je pense, c'est une accélération de la transition verte. Alors, cette accélération se passerait à un mauvais moment, au chômage, crise économique, dépression, 7,4% qui est prévu par la Commission européenne, mais serait nécessaire, et pour qu'elle soit réussie, je pense qu'il faut revenir à discuter la question du temps. La temps de travail, selon moi, sur le futur, si on parle du futur, va être la question polarisante sur le modèle et le type de conditions de travail entre les gens disant il faut travailler plus, les autres dire réfléchissons au sens du travail, au temps de travail, comment est-ce qu'on l'organise et qui permettrait une transition verte. Alors, justement, si on parle du futur, l'Union européenne est-elle menacée par cette crise et ses effets? Franchement, je crois oui. Je veux dire, on a eu ce qu'on sait, c'est on a fait avec de l'or, à lancer une union monétaire qui était asymétrique et incomplète. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'a jamais fonctionné. Ce qui a été lancé, on n'a pas une union monétaire sans solidarité.
et sans union politique. Ça n'a jamais existé à long terme dans l'histoire. Toutes les unions monétaires qui n'avaient pas un système de solidarité, c'est-à-dire une forme politique reconnue, n'ont pas survécu. Et la première crise a été très difficile de mettre en place quelques instruments qui ont permis, in fine, après des longues discussions pénibles, d'avoir quelques progrès. Mais maintenant, si, et c'est ce qu'on dit, c'est pandémie, c'est un choc symétrique, ça touche tout le monde. L'Allemagne, ça marche bien maintenant, mais ça peut être un désastre dans 6 mois. On l'a vu avec Singapour. Singapour, c'était l'exemple. Maintenant, il y a la contamination reprend. Et donc là, on est vraiment devant le choix. Est-ce qu'on parvient à avoir des instruments de solidarité? Ils peuvent être de différentes natures. Est-ce que ces instruments peuvent être inscrits politiquement dans les traités, pas quelque chose d'exceptionnel? Et sinon, sinon à la prochaine crise ou à celle-ci, je pense que l'Union européenne explosera. Comment est-ce qu'on peut dire aux Italiens qui n'ont pas été aidés pour la première crise, qui n'ont pas été aidés pendant la crise des migrants, on va leur donner des prêts dans lesquels ils devront assurer des intérêts et en plus certaines conditionnalités? Comment, à un moment, ça ne va pas faire exploser le système? Donc c'est un moment particulièrement important pour l'Union européenne. Je crois qu'il y a des signes positifs, il y a beaucoup de signes négatifs, il y a des signes positifs que la Commission avance et on verra déjà sur le plan de relance qui devrait être publié mi-mai s'il y a quelque chose qui permet de se débloquer. Mais si dans cette crise-là, on ne parvient pas à trouver des instruments de solidarité, je pense que le futur de l'Union européenne est vraiment mis à risque et les populismes remonteront et se renfonceront dans beaucoup d'États. Alors, selon vous, quels sont les droits sociaux nécessaires pour protéger la population des pays membres de l'Union européenne, justement? Je pense que d'abord, il y a un élément très simple, c'est qu'il faut appliquer les droits sociaux. Il ne faut pas qu'il y ait d'exception. C'est la base. Je pense que les droits sociaux qui existent dans la plupart des pays membres sont importants. Et le principal, c'est la négociation collective et le dialogue social. C'est-à-dire que les changements qui sont nécessaires dans le cas, dans les précautions qui sont évidemment importantes à prendre maintenant que en Europe, de plus en plus de personnes vont retourner travailler, ça se fasse dans un esprit de dialogue social, que ça se fasse en concertation, que ça se fasse en discussion. Donc, je veux dire, ces droits sociaux pourraient être aussi une chance pour les syndicats de relancer finalement les négociations, de voir leur rôle confirmé, mais évidemment, il y a l'autre hypothèse, c'est qu'ils soient exclus, que les mesures ne soient prises de protection des travailleurs de façon légère. Et on a quand même vu dans de nombreux reportages à la télé que dans certaines entreprises, ce n'était loin d'être le cas, comment on allait faire. Et je pense que c'est ça qui va être important. Est-ce qu'on va revenir dans une culture de dialogue, particulièrement important en France, où vous avez un dialogue plus difficile qu'en Belgique, mais c'est ça qui me semble pouvoir être déterminant. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir clairement une rediscussion de comment on travaille. Avoir passé 2 mois chez soi, on va être évidemment tous contents de pouvoir sortir, sans doute de retrouver des collègues, etc. Mais qui se réimagine de travailler 5 jours, d'être dans les embouteillages pour aller travailler de 9 à 5 heures? Je pense que ça va être une réflexion forte et je reviens à ma question du temps de travail, de savoir comment on va travailler de façon différente. Et ça, je pense que c'est assez facile pour une partie, toutes les enquêtes montrent, pour la partie des travailleurs, des travailleuses qui, chez soi, avaient l'espace, on trouvait avait aussi les bonnes conditions pour les troubles musculo-squelettiques, pouvaient travailler, et des autres qui n'avaient pas ces conditions. Donc, on va être là aussi devant quelque chose sans doute d'évident, mais avec d'énormes inégalités. C'est bien ce que cette crise nous a aussi montré, je pense, c'est les inégalités, les inégalités du confinement, les inégalités de retour, les inégalités des gens qui ont été obligés de travailler, ceux qui ont pu se retirer et être moins à risque. Donc, je pense que là, on a vraiment un énorme agenda. Et une fois de plus, je pense qu'on n'a pas de connaissance de
comment les gens vont réagir quand ça sera fini? Est-ce qu'on va considérer ça comme un épisode dans lequel 10 ans on se souviendra, ou ça va avoir des changements plus fondamentaux sur la façon dont collectivement on conçoit le travail, et vers quelle direction va-t-on aller? Merci Philippe Pochet pour tous ces éclairages. Voilà, merci.